À notre émission de ce soir, nous mettons le cap sur la désinformation. En fait, nous parlons d'un sujet tout à fait pertinent, combattre la désinformation comme frein à la démocratisation mondiale, défis et perspectives, évidemment en Afrique, mais on parlera également dans le monde. Nous recevons à l'émission M. Jean-Roger Abessolo Nguema. Ce monsieur n'est pas n'importe qui, c'est un grand universitaire. Il a entre autres fait ses études dans son pays natal, le Cameroun, où il a obtenu plusieurs titres universitaires. Bref, ce monsieur a un doctorat dans plusieurs domaines comme tel et on aura l'occasion justement de l'avoir tout à l'heure à l'émission pour parler justement de ce sujet. Et en deuxième partie, on a évidemment le reportage donc final, les Silly d'or, la deuxième partie de notre reportage sur le Silly d'or. Je vous dis que ce soir, ça va exploser. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, nous abordons ce soir un sujet quand même très intéressant. On parle ici en fait combattre la désinformation comme frein à la démocratisation mondiale. Évidemment, on met un petit peu l'accent sur l'Afrique, défis et perspectives en Afrique. Moi, je me pose la question. Je me pose la question parce que ce soir, nous avons un grand monsieur, c'est un expert avec qui on va échanger. Mais question personnelle, est-ce quand on parle de désinformation, s'agit-il ici de fake news? Y a-t-il une différence entre fake news et désinformation? Ça, c'est ma première question. Mon autre question, depuis que les médias radiophoniques existent, c'est-à-dire durant la Première et Deuxième Guerre mondiale, ce sont les pays qui ont toujours organisé ce qu'on appelle l'information, qui diffusaient l'information nationale et internationale. Donc, les populations se sont, comment dirais-je, nourries des nouvelles à partir des informations obtenues par les radios nationales. Est-ce que faisait-on de la désinformation dans ce temps-là déjà? Je pose ma question. Est-ce que les États qui détenaient l'information trafiquaient-ils cette information? Est-ce qu'on nous a toujours dit la vérité? Je m'arrête là. Alors, nous recevons ce soir un grand monsieur. Il est avec nous, monsieur Jean-Roger Abessolo Nguema. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence à cette émission. Merci de m'avoir invité. Comment ça va? Ça va très bien. Mon frère, on est heureux, content d'aborder. Pour moi, c'est un problème, c'est un thème complexe que je n'aime pas trop aborder parce que pour moi, c'est compliqué. Il y a plusieurs éléments qui s'impliquent là-dedans quand on parle de désinformation. Mais ce que je constate, c'est que c'est très grave parce que même durant la Deuxième Guerre mondiale, on parle ici, avant même cette Deuxième Guerre, durant l'Allemagne nazie, on parle ici, l'information représentait un élément primordial dans la politique nazie. Et la désinformation jouait déjà un rôle, vous le savez comme moi, pertinent qui a permis à ce régime de se maintenir jusqu'à sa chute. Je m'arrête là. Je vous laisse nous présenter le sujet. Tout d'abord, pourquoi parler de désinformation? Nous parlons de désinformation lorsqu'il s'agit de diffusion des informations. Vous avez parlé tout à l'heure de fake news. Je voudrais aborder ce problème rapidement. D'accord, mais avant tout, je vous arrête. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Jean-Roger Abessolo Nguema, titulaire d'un doctorat de sciences politiques obtenu à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun. Oui. Je suis venu à l'université de Montréal après avoir occupé un charge d'enseignement à l'université de Douala au Cameroun pendant 9 ans. Je suis venu à l'université de Montréal au Canada comme chercheur invité, donc pendant 1 an. Et après, je suis resté travailler à VD Afrique, un organisme local qui travaille beaucoup sur des problématiques comme la désinformation, le racisme anti-noir et d'autres problématiques. Le racisme anti-noir, ça c'est une autre problématique parce que c'est quand même fort, là, le racisme anti-noir, c'est-à-dire qu'il est vraiment dirigé, ciblé. Mais ça c'est un autre sujet dont j'aimerais bien évidemment aborder éventuellement. Mais on va s'arrêter à notre sujet en fait d'aujourd'hui, désinformation. Et moi, ayant vécu, grandi pratiquement en Amérique, j'entends le mot fake news. Ça veut dire des fausses nouvelles, ça veut dire que c'est complètement faux là.
Alors, je suis un peu perdu là, et je pense que le public qui nous suit aussi, on est tous un petit peu mêlés. Allez-y. Oui, il faut faire une distinction entre la désinformation, oui, qui constitue en fait une diffusion des informations, des fausses informations, oui, mais à dessein de pouvoir tromper. Des informations qui sont seulement trompeuses et qui n'ont pas directement une intention délibérée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement retrouver cette intention. Parce que le débat est difficile à trancher. Oui. Lorsque l'information est diffusée, une fausse information, est-ce qu'elle est délibérément, est-ce qu'elle est faite de manière délibérée pour tromper? Est-ce qu'elle a été faite de manière inconsciente? Lorsque, par exemple, lorsque vous transmettez une information, lorsque vous la transmettez de manière instantanée avec les réseaux sociaux, lorsque vous la transmettez, quel est le dessein, quelle est l'intention que vous avez? Est-ce que c'est pour tromper? Et il faut le dire de manière instantanée, il est difficile de pouvoir trouver facilement le lien, la différence entre la désinformation, etc., et la mésinformation qui constitue effectivement un fake news, une information qui est simplement diffusée. Donc le débat est loin d'être tranché, d'autant plus que la définition de la désinformation est loin d'être stable. Parce qu'en fonction des organismes que vous prenez l'UNESCO admet que la désinformation a un dessein de tromper, un dessein délibéré de tromper. Alors que d'autres organisations onusiennes admettent que la désinformation, c'est simplement une diffusion d'informations. Donc, oui, mais ça, c'est vouloir diluer et même protéger, en fait, quelque part. Parce que lorsqu'on parle du fait, vous avez abordé les réseaux sociaux, entre autres Facebook et autres, nous sommes nombreux à partager. Mais moi, je me dis, quand on voit une nouvelle qui semble très intéressante, on est porté à vouloir partager parce qu'on se dit, ben, les autres aussi pourront suivre. Mais il y a toujours quelqu'un qui va s'arrêter, qui va dire, oh, attends un petit peu là, qui va vérifier. Et on peut vérifier, ah mais tiens, ça c'est pas une bonne nouvelle, et ça c'est faux, mais ça prend du temps avant que ça ne puisse se faire. Est-ce que ces personnes-là sont toutes coupables? Moi je parle du fait que c'est la personne qui a créé cette nouvelle, qui avait cette intention-là, qui a réfléchi, c'est lui le coupable. C'est lui qui profite de la naïveté des gens pour balancer une nouvelle. Et je vais vous donner l'autre exemple. On parlait ici, j'avais vu un documentaire sur comment dirais-je, les prisons chinoises, où l'on disait que sous Mao, évidemment, il y avait cette force-là que Mao avait vraiment poussée très très fort. Je n'oserais pas parler de en fait carrément violence, mais il y avait beaucoup de, comment dirais-je, l'armée était présente comme telle. Mais on a parlé aussi des groupes qu'on avait créés qui avaient pour but de désinformer. Et des jeunes étaient payés à des sommes quelque part et avaient pour but donc de changer cette nouvelle ou de donner une image plus positive de ce régime. Mais là nous parlons d'autre chose. On ne parle pas du tout de la désinformation, c'est-à-dire vouloir tromper carrément la population. Oui, en fait, comme je le disais au début, il est très difficile en fait de faire une distinction très claire entre la désinformation et la mésinformation, et même la malinformation. Parce qu'au Canada, par exemple, il y a tout un débat là-dessus. Est-ce que lorsqu'on transmet une information, est-ce que c'est à dessein pour pouvoir tromper? Est-ce que cela est fait de manière inconsciente? Ou bien est-ce qu'on la transmet simplement par ignorance? Alors comment on fait pour combattre cela? Il y a en fait tout un mécanisme, un ensemble de mécanismes de lutte qui sont clairement du point de vue, il y a des mécanismes qui sont à la fois réglementaires, c'est-à-dire les lois qui ont été mises. Et justement, je crois que dans le cadre de votre émission, effectivement, vous avez abordé la question de lutter contre la désinformation comme un frein à la démocratisation mondiale. Justement, la question est là. Lorsqu'on combat la désinformation, est-ce que les mécanismes qui sont mis en place comme les mécanismes réglementaires, la loi, ou d'autres mécanismes qui sont en fait des mécanismes financiers, par exemple réduire la possibilité à ceux qui émettent des informations de pouvoir en bénéficier au plan financier, est-ce qu'effectivement on ne restreint pas les libertés ou bien les droits de l'homme? Parce qu'effectivement il y a des sanctions qui sont parfois disproportionnées entre celui qui transmet l'information et justement les sanctions qui peuvent être de l'ordre de l'emprisonnement, surtout dans certains pays comme les pays africains, où effectivement on peut utiliser la désinformation pour pouvoir effectivement museler la presse, censurer des débats ou bien limiter le travail artistique. Parce qu'effectivement, l'ironie, que ce soit l'ironie, la parodie,
on peut la prendre comme une forme de désinformation. Oui. Hein, on peut mal interpréter cela. Donc, cela est votre question est très importante parce que ça nous amène à être vigilants, à avoir un vigilant de tout instant pour éviter vraiment les amalgames, pour, sous prétexte de lutter contre la désinformation, restreindre les libertés, empêcher que, effectivement, l'espace civique puisse davantage être autonome. Et pour revenir là-dessus, il y a tout un ensemble d'alliances, de rapports en Afrique avec un certain nombre d'organismes qui sont les vérificateurs de faits, qui travaillent effectivement pour pouvoir éduquer la population, pour signaler des contenus qui sont douteux. Je suis curieux, moi, de savoir comment. Parce que quand on dit éduquer la population, comment éduquer cette population, selon vous? Bon, pour éduquer la population, le principal est d'abord d'identifier réellement quel est le manque. Est-ce que la population, il faut la éduquer comment? Est-ce que, à quel moment l'éducation doit être opérée? Est-ce que c'est une éducation, quel est le contenu? Il faut d'abord s'accorder sur le contenu qu'on va donner à la population pour pouvoir l'éduquer. Donc, à mon sens, l'éducation, il faut se méfier d'ailleurs du contenu qu'on va donner comme élément de lutte contre la désinformation. Donc, il est important de commencer par un diagnostic qui est clair, de pouvoir faire un diagnostic sur le niveau de la population, soit le niveau culture de la population. Est-ce que la population est-ce que la langue qu'on va utiliser, est-ce que cette langue est mieux adaptée pour pouvoir la population? Dans nos pays, il y a plusieurs langues qui, parfois, on n'a pas une langue commune. Souvent, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que l'UNESCO et d'autres organismes font tout pour traduire les contenus dans plusieurs langues. Je vais vous emmener vers un terrain dont on entend parler très vaguement. Des réflexions par rapport à une nouvelle organisation mondiale. Comment est-ce qu'on devrait penser cette organisation mondiale? Mais avant de vous emmener vers ce terrain, je vais vous emmener vers notre voisin du Sud, les États-Unis d'Amérique, que vous suivez comme moi. Lorsque vous observez la scène politique américaine comme telle, on a commencé à entendre parler de fake news il n'y a pas si longtemps. Dans les années 70, on n'en entendait pas parler. Là, on a commencé à entendre parler de fake news. On a également constaté deux tendances carrément qui sont en train d'émerger. On ne parle plus nécessairement de la gauche ou de la droite. On parle d'une pensée qui est totalement différente, je dirais pas déviante comme telle, basée sur fake news. Voici nos vérités à nous et voici ce qui est faux. Et je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, la population, elle est un peu mélangée aussi. Et nous qui observons cela, qui venons des pays, comme on l'appelait jadis du tiers-monde, des pays satellites, sommes triplement surpris, on est un peu mélangés par rapport à ça. Alors, comment combattre tout cela? Si déjà, dans la puissance hégémonique la plus importante, on voit que les gens sont mêlés, nous, on pense connaître la vérité, mais vous dites non, c'est notre vérité, c'est celle-là, ils y croient réellement. Alors, comment est-ce qu'on peut combattre cela? Et je pense que le public se pose la même question que moi. Pour revenir dans le cadre que vous avez évoqué, oui. Ce cas est très révélateur. Il est très révélateur. Il y a tout un ensemble d'articles publiés par Courrier International oui. En 2017. Qui porte sur cette... Justement, l'ère de la désinformation. Oui. Et souvent sur le cas américain, qui est un cas très intéressant. La difficulté, effectivement, c'est qu'actuellement, il est difficile. Nous sommes dans un contexte actuellement où la vérité fait débat. Quelle est la vérité? Où est la vérité? Nous sommes dans ce qu'on appelle vaguement les post-vérités. D'accord, mais est-ce qu'on nous a toujours dit la vérité? Oui, en fait, la vérité qui la détient, c'est tout un débat qui est sans fin. Un débat qui est sans fin, qui touche également beaucoup d'autres questions. Effectivement, parce que je crois que là, il faut être vigilant. Parce qu'effectivement, sur l'idée effectivement de pouvoir imposer une vérité immuable, une vérité qu'on croit permanente, il peut arriver qu'on discrimine. On discrimine une vérité, on muselle une partie de la population oui. Minoritaire. Donnez-nous des cas concrets. Donnez-nous des cas concrets par rapport à l'exemple que vous venez d'avancer. Oui. Je vais donner un cas concret. Oui. Par exemple, en Ouganda, par exemple, lors de la dernière élection, lorsque par exemple une partie des opposants, effectivement, l'opposant s'oppose effectivement à toute la campagne médiatique qui est faite autour du président, parce qu'il y a un certain nombre de comptes qui sont en ligne, qui sont en ligne pour promouvoir davantage
la publicité du président. Qu'est-ce que Facebook et d'autres Instagram ont tout fait pour supprimer des comptes qui ont des caractères assez douteux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, la présidente de la République a fait coup pour effectivement supprimer, pour bloquer effectivement Internet, par coupure d'Internet, pour empêcher effectivement que la population, une partie de la population qui est discriminée, puisse avoir un certain nombre d'informations autres. Donc, vous voyez que ce qui est déterminant, c'est que lorsqu'on impose une vérité, effectivement, on fait passer une certaine information, imposer le système. Effectivement, s'il y a des contre-informations, effectivement, on prend ça, on discrimine cela. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne parle de lutter contre la propagande sans faire une autre propagande. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Un risque, effectivement, pour pouvoir lutter contre la désinformation, de pouvoir imposer un autre type de désinformation. Exactement. Mais moi, j'aime bien parler aussi sur le plan pratique. Vous êtes africain comme moi et vous êtes un grand universitaire. Et je suis personnellement très impressionné. J'aime ça échanger avec des hommes comme vous parce que vous avez lu beaucoup plus que nous, forcément. Lorsque j'observe comment dirais-je, la structure même médiatique des informations, je prends le continent africain comme tel. Et la question que moi je me posais tout jeune, c'était mais en fait, quand j'écoutais la radio chez nous, la personne qui lisait les fameuses informations, mais on se disait mais d'où prenait-il ces sources? Et souvent, il les citait, ces sources, de RFI, Radio France Internationale, de Reuters. Donc, ça veut dire que nous, en Afrique, nous étions informés par rapport à ces agences de presse qui étaient des gros magasins qui allaient chercher les informations et qui nous les balançaient. Donc, la grande population africaine recevait ces infos, était informée de cette manière. Mais nous-mêmes, on n'avait pas les capacités de donner l'information telle que nous la percevions réellement à nos peuples. Alors, voici ma question. Ça veut dire qu'au niveau de l'information, on était dépendant, on a toujours été dépendant. Alors, comment parler de désinformation puisque notre vérité à nous n'a jamais été dite? Je prends les grands réseaux télévisés, je peux les citer. TV5. Lorsque l'Africain s'informe dans le monde, nous suivons tous TV5. Ping, TV5 Afrique. TV5 rapporte. C'est le français par la voix d'un noir ou d'une noire qui nous présente l'information par rapport à ce que nous devrions avoir. Alors, ma question ici, comment parler d'information ou de désinformation? On peut nous désinformer facilement et on y croit réellement et on en fait nos vérités. Vous, l'expert, je m'arrête là, j'ai trop parlé. Allez-y. Oui, en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que la désinformation est notre projet sur la lutte contre la désinformation au Canada, dans le cadre d'un projet global sur la lutte contre le racisme anti-noir. Nous avons démontré que la lutte contre la désinformation est difficile à opérer. Pourquoi? Parce que la désinformation circule avec un élément cognitif, qui est un élément mental. C'est les biais. Il y a beaucoup de biais, comme le biais de confirmation. Lorsqu'on suit RFI ou d'autres médias, le fait que ces sources viennent de ces médias-là, du coup, des gens vont dire c'est la vérité. C'est un biais de confirmation qui facilement fait qu'effectivement, la désinformation circule facilement avec ces genres de biais ou bien les biais de position. Hein, voilà, je suis un expert, vous dites. Donc, on attend à ce que lorsque je parle, effectivement, je dis la vérité. Donc, si j'ai des contre-vérités, ça va circuler. Donc, effectivement, c'est des choses qu'il faut combattre là-dessus. Donc, moi, je crois que l'une des choses importantes, c'est avoir un jugement critique. Et je me réjouis au Canada, la plupart des projets au Canada, les 2 dernières années, le patrimoine canadien a effectivement mis des projets avec une insistance sur la culture de l'esprit critique. La culture de l'esprit critique. Absolument. Ce qui est contradictoire au régime que nous avons toujours connu dans nos pays. Quand tu critiques, mon cher, on te tabasse là, on t'envoie en prison. Là. Mais c'est aussi le prix à payer. Et moi, je crois que, je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très content de venir à cette émission. Oui. Parce que la lutte contre la désinformation, il faut vraiment mettre le point là-dessus. Parce qu'il y a un risque. En luttant contre la désinformation, on risque de restreindre effectivement les libertés. Parce que la désinformation circule avec quoi? Avec, à la fois, il y a un rôle des algorithmes, un rôle des réseaux sociaux également. Parce que lorsque vous informez, vous donnez une information, lorsque cette information
commence à avoir l'audience. Effectivement, il y a des algorithmes qui permettent également que l'information circule davantage. Donc, la configuration même des réseaux sociaux facilite la désinformation. Et je crois que c'est là un problème très important. Qu'est-ce qu'on a fait? On a en fait démocratisé la lutte contre la désinformation en permettant aux réseaux sociaux eux-mêmes, enfin, aux entreprises du web, de pouvoir contribuer à la lutte, à pouvoir suspendre des contenus qui sont préjudiciables et tout cela. Or, déjà leur configuration permet même facilement de contribuer à des informations. Il y a tout un débat là-dessus. Bon, il faut éviter d'exagérer parce que Facebook et d'autres réseaux sociaux ont tout un ensemble de mécanismes, des modérateurs sur lesquels ils travaillent chaque 2 semaines. Facebook fait le point pour essayer justement de publier des comptes des personnalités publiques qui ont été supprimées à cause des faits de désinformation. Il y a tout un travail là-dessus, mais je crois qu'il serait dangereux pour nous, en tant que citoyens, de pouvoir reposer toute la lutte contre la désinformation sur les entreprises du web, qui ont également d'autres logiques qui ne sont pas toujours les logiques informationnelles, mais qui ont également d'autres logiques. Donc je crois qu'à mon sens, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler davantage. Lorsque vous dites, et là je cible les pays africains, lorsque vous parlez de désinformation, vous avez mis également l'accent sur l'éducation, sur le niveau académique. Avoir un petit peu les éléments que nous avons tous eus, première année, deuxième année, jusqu'en 6e primaire, même l'école secondaire. Normalement, dans un pays africain, quand on a toutes ces informations, on connaît un petit peu ce qui se passe dans le monde, on comprend ce que c'est que le monde bien avant de quitter notre pays. On est en mesure de vraiment s'exprimer correctement en français, de l'écrire même. Donc on a tous les éléments qui nous permettent de comprendre les mécanismes qui régissent ce bas monde. Alors, ma question ici, lorsqu'on parle de désinformation à ce peuple, qui lui va vous dire, mais écoutez, c'est pas à vous à m'apprendre les genres de réalité que moi je vis tous les jours ici. Vous ne connaissez pas ces réalités. Alors comment lui expliquer que vous, ce que vous recevez comme information via les réseaux sociaux ou autres, ça pourrait être de la fausseté, en fait, de la désinformation, dans le but, parce que finalement, quand on désinforme, il y a un but. Ouais. On ne désinforme pas pour rien. Ouais. Ouais. Alors, comment lui expliquer cela? Et comment expliquer au public qui nous suit ce soir, Montréalais, des Africains, qui suivent comme moi d'ailleurs, on partage beaucoup Facebook, comment on peut lutter lorsqu'on a une info là, qui est avec une belle photo, là, c'est toujours la photo, hein, qui attire, paf, et puis on est porté à... Alors, comment éviter cela? Première chose, et là, vous avez soulevé cela tout à l'heure, c'est que la désinformation ne circule pas seulement avec des écrits, mais aussi avec des photos, avec des audios. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on met l'accent sur les écrits, alors qu'il y a d'autres contenus, l'image qui est très important. Et c'est très difficile, je reconnais, aujourd'hui, de lutter contre la désinformation. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre d'algorithmes aujourd'hui qui permettent que vous, Henri, il est facile de vous reproduire, de vous monter dans une scène où vous ne vous connaissez pas. Parce qu'il est facile de fabriquer des informations aujourd'hui, de fabriquer l'image. C'est pas marrant. C'est quelque chose qui est très important. Ouais. Il y a tout un ensemble, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui avec l'évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est facile de vous mettre dans n'importe quelle scène. Et ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Mais moi, à mon sens, je crois que peu importe le caractère difficile, il faut, moi je crois, peut-être en intellectuel effectivement réservé, je crois qu'il faut toujours avoir la réserve due effectivement au fait que lorsque l'information circule, il faut avoir ces réserves-là, mais ce n'est pas évident parce que les réseaux sociaux sont configurés de manière à ce qu'on clique instantanément. En fait, il y a ce qu'on appelle un piège à clic. C'est-à-dire que lorsque ça vient spontanément, on clique parce que ça vient d'un ami, parce que ça vient d'un frère, on se dit automatiquement sans vérifier. Moi, je crois qu'on doit revenir à ce jugement critique, hein, à cette expérience très critique qui est très importante, qui nous permet à chaque fois, lorsqu'on voit une information, de rester un moment, de prendre un peu du recul, de se poser des questions, au moins 2 ou 3 questions, cette information, pourquoi on l'envoie, et se poser des questions par rapport à cela. D'autant plus qu'on est responsable. Parce que la loi sur la désinformation, dans beaucoup de pays africains, même si elle ne porte pas ses fruits, mais il y a quand même tout un dispositif qui fait qu'effectivement, on lutte contre la diffamation. On peut contribuer à la diffamation. On peut effectivement, donc, il faut vraiment se garder de pouvoir diffuser
à tout vent, sans réfléchir, sans avoir du recul. Moi, je reviens là-dessus, c'est un élément basique à mon sens, de pouvoir faire l'effort critique, de pouvoir à chaque fois, lorsqu'on reçoit un contenu, de prendre un recul parce qu'effectivement, avec tout le contexte actuel, où effectivement, il est difficile de faire la différence entre une bonne information et une mauvaise en fonction même de la configuration des réseaux sociaux. Je crois qu'il y a tout un travail à faire là-dessus au niveau personnel des uns et des autres. Ce que vous recommandez, c'est finalement la sagesse qu'on nous a toujours recommandée. Lorsque vous recevez une nouvelle, vous la lisez, vous la soupesez, vous y réfléchissez un peu et vous vous demandez, mais vous posez quand même ce nombre d'interrogations avant même de fouiller quelque part. Mais bon, on ne le fait pas toujours parce qu'on est paresseux. Et moi, le premier, je ne prétends pas être un expert, jamais. On consomme comme tout le monde. J'ai une question ici. Vous parlez de désinformation, vous parlez ici contre, comment dirais-je, la démocratisation, contre les démocraties, en fait, un frein à la démocratie. Vouloir protéger ces populations, vouloir créer des lois qui font que, bon, ceci et cela, et cela, et cela, vouloir trop protéger, est-ce que quelque part, ça ne nous conduit pas vers ce que j'appellerais un effet inverse? On parle ici de totalitarisme à l'échelle mondiale, sans nécessairement le voir, sans nécessairement tout en nous parlant bien sûr de toujours démocratie. Naturellement, on élit ceux qui nous représentent. Mais en regardant les choses de façon plus globale, est-ce qu'on ne nous conduit pas quelque part vers ce que j'appelle le totalitarisme, en justement déformant tranquillement l'information, en nous faisant croire un monde finalement qui n'est pas ce que nous croyons? Ah oui, je le crois. Je crois effectivement je crois aujourd'hui qu'on est à un siècle où effectivement on est en train d'acheminer effectivement sur le fait de lutter contre la désinformation. Effectivement, risque de nous faire tomber dans cette gouvernance de l'inquiétude où on nous fait peur. C'est sérieux ça? Oui, on nous fait peur parce qu'effectivement, il faut se garder également d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, on se méfie de tout également. Ça fait un sérieux problème où nous sommes infantilisés. Et donc, moi, je crois qu'il y a tout un travail. Je reviens effectivement à ce jugement personnel qui est important, à ce que Robert Barthes disait qu'il faut être un lecteur aristocratique. Je crois qu'effectivement, il faut revenir en fait à l'essentiel de ce qui est important. Ça veut dire quoi, c'est un lecteur aristocratique? De pouvoir, en fait, d'avoir ce sens de l'honneur, de pouvoir effectivement éviter de pouvoir aller à tout vent de doctrine, à tout vent d'idées, effectivement, d'avoir ses réserves et de se mettre, effectivement, dans une logique critique qui te permet, effectivement, de pouvoir s'assumer comme homme. Effectivement, c'est parce que effectivement, nous sommes des êtres pensants. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Ça semble basique, mais je crois que c'est important de revenir sur quelque chose qui, à mon sens, fonde la démocratie. La démocratie, c'est d'abord quoi? Cet esprit critique qui veut dire, effectivement, c'est culture. Cette culture, effectivement, ce que je suis qu'il faut la voir, il faut davantage le documenter, il faut davantage le cultiver et davantage l'encourager comme vous le faites. Professeur, vous avez parlé en langage professoral, vous savez, des fois il n'est pas facile de vous suivre. Vous avez des termes là, des fois, mais moi ça me passionne parce que j'apprends. Dites-moi, quel message vous avez à transmettre à notre grand public qui vous suit ce soir, à la diaspora africaine bien évidemment qui sont là, mais moi je parle ici du grand public montréalais, québécois qui vous suit. Quel est ce message que vous avez à leur transmettre en termes de conclusion par rapport à la désinformation, parce que vous avez fait des recherches sur ça, et même avec cadre théorique et très bien présenté, avec méthodologie et tout ça, et même avec une bibliographie bien recherchée. Quel message vous avez à présenter à notre public? Je dirais que la désinformation fait peur, mais il est dangereux d'avoir peur de tout. Et je demanderais à chacun de pouvoir avoir ce recul nécessaire face aux situations, chaque information qu'il nous donne, parce que nous avons un flux d'informations aujourd'hui, beaucoup d'informations qui nous viennent. Nous n'avons pas le temps facilement d'avoir la réserve dessus, mais je crois qu'il est important pour chacun, pour éviter effectivement d'être en fait complice de la désinformation. Il est important pour chacun de pouvoir prendre le recul nécessaire pour faire avancer la démocratie et pour effectivement empêcher d'être celui qui fait tomber l'option démocratique sur laquelle l'ensemble de nos sociétés sont fondées. Merci. Professeur Jean-Roger Abessolo Nguema, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et voilà donc, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires.